Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Cruta, qui est cofondateur et CEO de Ubudou. Ubudou. On dit les deux? Ubudou. Ubudou. Ok, très bien. Salut François, comment tu vas? Très bien, et toi? Eh ben, très bien, très bien. On est ravis de t'accueillir. On va parler d'un sujet qui est super intéressant. C'est comment effectivement une entreprise est capable de se réinventer avec la crise, avec le Covid. On a des petits boîtiers ici qu'on peut montrer à l'écran qui font partie un petit peu des produits qui t'ont permis un petit peu de pivoter sur ces dernières années. Mais avant ça, on a l'habitude de démarrer les interviews en fait par une présentation de notre invité. C'est parti pour le CV de l'invité. François Cruta, Ouais. je suis ingénieur de formation à Télécom Paris Tech. Ok. J'ai commencé ma carrière dans la Silicon Valley comme ingénieur. J'ai participé à la création en fait comme co-founding engineer d'une boîte qui s'est très bien vendue en 2000. Quelle boîte? Qui s'appelait Easy Login, donc Ok. boîte entièrement française, une belle réussite, revendue 128 millions de dollars. Après, j'ai passé 10 ans chez McKinsey. Entre-temps, j'ai fait un tour du monde. Chez McKinsey, je m'occupais en fait de la practice IT en banque d'investissement. Ok. Et puis après la crise des subprimes, j'ai voulu en fait revenir à mes premiers amours qui étaient la tech. Et donc j'ai proposé à un ami d'enfance, Thomas Saphir, de travailler sur un nouveau projet sur la localisation. On voyait bien qu'il y avait plein de choses à faire avec la localisation, avec les téléphones mobiles. Ouais. Et donc c'est là qu'on a lancé Ubudou en 2011. 2011, ok, Ouais. donc une dizaine d'années quoi du coup. Exactement. Ok, très Et bien. donc, on a connu plusieurs vies dans cette entreprise. Donc, la première, en fait, c'était une vie B2C. Et donc, celle-là, en fait, on a pivoté parce qu'on ne voyait pas le business model. Donc, Alors, c'était de la géolocalisation de quel type du coup en Alors, fait, B2C? Alors, B2C, on avait fait une app de bon plan Ouais. qui était géolocalisée. Donc, on avait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Mais en fait, on ne voyait pas la monétisation en fait, de cette Ouais. app. Et du coup, on a préféré réorienter cette technologie vers les entreprises, donc qui était D'accord. plus notre savoir-faire d'ailleurs, on va dire. Vous étiez plus à l'aise Voilà. effectivement sur cette démarche-là. Et donc, on a extrait, en fait, donc au début, c'était sur mobile. Et puis, on a vu que mobile, en fait, il y avait quand même pas mal de contraintes par rapport, en fait, aux autorisations, au téléchargement de l'application, etc. Et que ça empêchait parfois les déploiements. Ouais. Et on a commencé à faire des solutions donc complètes qui intègrent hardware plus software, aussi liées aussi au fait j'ai rencontré aussi un des éléments clés qui était un ingénieur hardware qui nous a amené aussi ce savoir-faire. Ok. Et on a commencé à faire des systèmes de géolocalisation complets. Dans lequel on géolocalise des objets. Embarqué quoi embarqué dans un objet physique. Donc ça, typiquement c'est des tags de cette taille ou un peu plus grand, ça dépend un peu Okay. des usages. Et ça, on est capable de les géolocaliser avec une précision de 30 cm dans un lieu physique. Donc un restaurant, une usine, un hôpital. Et on utilise plusieurs technos pour ça. Donc le Bluetooth Low Energy ou l'Ultra Wideband. Ultra wideband, ok. Ça sort d'où? C'est des technologies qu'on peut retrouver peut-être dans d'autres usages. Alors l'Ultra Wideband, comment ça fonctionne par exemple, c'est une technologie qui a été intégrée dans les derniers iPhones. Ça commence aussi à être intégré dans Android. Ça permet en fait, c'est des ondes, des impulsions très courtes et donc très intenses. Et on peut en fait, grâce à ça, mesurer le temps de vol de ces paquets. Et c'est ça qui permet une mesure en fait précise des distances. Donc on est précis à 10 cm près. Voilà. Okay. Et donc c'est pour ça qu'on a adopté aussi cette technologie. Maintenant, comme c'était une technologie qui commence à se démocratiser mais qui n'était pas encore standard, et notre credo c'est d'utiliser des standards, on a commencé avec le Bluetooth Low Energy. On est un peu moins précis, mais par contre on est sur des coûts nettement inférieurs. Et du coup maintenant on propose les deux solutions, le mix des deux, de façon à optimiser le ROI pour les clients. Donc là tu es en mode B2B uniquement aujourd'hui, tu n'adresses que des entreprises? Absolument. Ok, très bien. Et toujours en intérieur, d'un point de vue géolocalisation. Toi, tu te concentres vraiment sur les solutions à l'intérieur des bâtiments, d'entrepôts, je sais pas. Ce qu'il faut que tu saches, par exemple, c'est que 80% des activités humaines sont à l'intérieur. Donc le GPS qui fonctionne pas en intérieur, il ne répond pas en fait, si tu veux, à 80% des activités humaines.
Donc la géolocalisation intérieure, c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais qui avait des coûts en fait très importants et aussi des niveaux de qualité en fait qui étaient pas forcément au rendez-vous. Et nous on a une solution qui se veut beaucoup plus agile, facile à installer, peu cher et avec une ouverture en fait vers des intégrations qui permettent de supporter des nouveaux usages. Et pour bien comprendre, donc la technologie dont tu parles, c'est vrai que moi je ne connaissais pas spécialement, d'être précis par exemple à 20 ou 30 cm près, c'est vraiment une avancée majeure ou en temps normal, je ne sais pas, c'était précis à 200 mètres près, 100 mètres près, 50 mètres Au début, on était précis à genre 5 mètres près par exemple. Oui, d'accord. 5 mètres près, donc 5 mètres c'est déjà pas mal. Après 5 mètres, ça te permet, c'est pas, si tu cherches un objet, ça peut être temps. Et donc, le fait d'être plus précis, mais au même coût, en fait, ça apporte en fait un plus de confort et une donnée plus fiable aussi pour l'exploitation de ces données. Très bien. Donc, ça veut dire, là où je veux en venir, c'est que plus tu augmentes la précision, plus les usages sont assez précis. Par exemple, une personne dans un entrepôt va pouvoir savoir où se trouve peut-être tel objet. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça à donc par exemple, la recherche d'outils, c'est un des cas les majeurs. Et donc là, ce qu'on veut, c'est retrouver un outil rapidement. Et donc, par exemple, un dispositif médical dans un hôpital. Ah oui, il y a beaucoup de temps qui est perdu sur la recherche d'un pouce-seringue, d'un brancard. Et donc là, tu veux savoir exactement où il se trouve. Et on veut que cette information soit fiable. Ok. Après, il y a des cas d'usage plus massifs, mais moins connus, mais qui nous ont bien aidés à se développer. Par exemple, dans la restauration rapide, le service à table utilise une de nos technos parce que justement, on veut, avec ces chevalets qu'on prend en fait aux bornes, on veut pouvoir localiser en fait le consommateur, la table précisément, exactement. Et ça, on fait gagner 20 secondes par service, et c'est énorme en termes d'économie, multiplié par le volume, etc. Voilà. D'accord, ok, super. Alors justement, moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de ces produits que tu as apportés. Et c'est des produits que tu as développés en fait finalement depuis la crise sanitaire qu'on connaît. Tu peux m'en parler un petit peu Bien sûr. Donc, la crise. Donc, Ubuntu, c'est une entreprise qui a des bureaux à Paris, mais aussi à Varsovie, à Hong Kong et Singapour. Donc, la crise sanitaire, on l'a un peu vu venir, parce que notamment en Asie. Différentes étapes finalement. Et donc, du coup, quand c'est arrivé en France, en fait, on était déjà un peu préparé. Donc, au début, on savait pas trop quoi faire. Donc, là, je pense que les deux premières de confinement, les 2 premières semaines de confinement, c'était juste le blackout, exactement. Survie. Et ensuite, le réflexe, c'était d'appeler mes clients. Donc, j'ai appelé mes clients, je leur ai demandé comment ça va, qu'est-ce qu'il vous faut, comment vous voyez les choses. Et j'ai compris que, notamment, on voyait que la distance de sécurité entre les personnes, donc la fameuse distanciation sociale, c'était un enjeu qui était majeur pour eux, pour la reprise en fait du travail au bureau après le confinement. C'est vrai. Et du coup, ils se posaient des questions sur comment en fait je vais réussir à m'assurer que les gens la respectent et faire en sorte de faire de la prévention par rapport à la diffusion en fait du Covid. Après, se poser d'autres questions. Par exemple, si j'ai un employé qui est positif, comment je pourrais savoir ceux avec lesquels il y a eu des contacts rapprochés. Et du coup, on a vu qu'on pouvait réutiliser notre savoir-faire pour créer en fait un wearable, donc un dispositif portable, qui permettent de mesurer en temps réel, très précisément, les distances entre les individus. Donc là, on est précis à 10 cm près. D'accord, encore plus précis que le cas précédent. Exactement, on utilise cette technologie d'ultra wideband et c'est précis à 10 cm près et c'est en temps réel. Donc vraiment, c'est ultra réactif. Et donc, pour assurer en fait cet usage. Et derrière, en fait, on a construit toute une solution qui est aujourd'hui vraiment déployée dans, je sais pas, je dois avoir plus de 150 clients ou 150 sites, qui sont déployés. C'est donc des entreprises, c'est des entreprises, du public. C'est des entreprises, c'est des entreprises qui pouvaient pas avoir 100% de télétravail, voire même qui n'étaient plutôt pas en télétravail parce que par exemple, comme une usine, elle devait continuer à tourner et tu n'avais pas le choix en fait que d'aller à l'usine pour travailler. D'accord. Mais néanmoins, ils voulaient s'assurer d'apporter en fait à leurs employés de la sécurité et un outil de prévention parce que la distanciation sociale, c'est pas du tout naturel. Complètement. On a tous envie de s'embrasser, on a ça tous envie aussi des pays, j'imagine. Et ça dépend des pays, exactement. Donc effectivement, une très bonne remarque. C'est surtout dans les pays dans lesquels justement il y a des interactions, on va dire, plus
plus développées, par exemple donc en Europe ou aux États-Unis ou tu vois dans les pays latins. Les hugs, exactement. Bon, voilà, c'est vrai. Que ce type en fait de réflexe n'était pas du tout naturel et il y avait besoin quelque part d'avoir un outil qui soit simple, qui soit non intrusif, qui soit précis. C'est pour ça que la précision de la distance était très importante pour aider en fait à cet objectif et aussi donner en fait un élément plus quantitatif aux entreprises d'apprécier le fait que cette règle de sécurité était bien observée ou pas. Et concrètement, comment ça marche alors du coup Alors on va montrer à l'écran certainement là en même temps une petite démo. Tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a 2 capteurs par exemple, et ça fonctionne par paire. Comment ça fonctionne? Donc chacun par doit exemple, porter. Il y en avait un 3e là, un capteur. Ouais, donc non, ça fonctionne pas par paire. Ils se repèrent par eux-mêmes. Ok. Donc, voilà, ils sont donc ils se découvrent les uns les autres. Okay. Ils calculent les distances entre eux automatiquement, donc en temps réel. Avec, on est vraiment dans des temps de réponse inférieurs à la seconde. D'accord. Donc, quand la distance est inférieure à une distance de sécurité, donc nous par exemple souvent elle est fixée à 1 mètre, 1 mètre 25 en France. Par exemple aux États-Unis c'est les fameux 6 feet, 1,6 mètres de distance. De distance, 1,8 pardon mètres de distance, 6 feet. À ce moment-là, le dispositif se met à vibrer et à avoir une LED. Et après, on peut stocker éventuellement, donc ça c'est optionnel, les données de contact, donc le temps en fait de contact et la distance pour en fait faire du contact tracing. Et ça, c'est pas obligatoire. Derrière, tu peux savoir à qui est rattaché le badge et finalement savoir avec quelle personne tel badge est rentré en contact si jamais il y a des cas de contamination. Moi non, mais parce qu'en fait dans notre plateforme on n'a que des numéros de badge, donc on n'a aucune donnée nominative et personnelle. D'accord. Mais par contre l'employeur souvent il va attribuer en fait le badge à une personne, il va pouvoir reconstruire, se dire c'est ce numéro-là, il appartient à telle personne et donc retracer les chaînes de contamination. Il faut voir cette fonctionnalité, elle est qu'on a implémenté de façon totalement compliant avec la GDPR, elle n'est pas utilisée par toutes les entreprises. Elle est utilisée par celles en fait qui justement en fait notamment aux États-Unis, qui sont ou même en Europe dans certains pays où il y a une sensibilité moins forte qu'en France. En France, je dois dire que la majorité des clients, ils ont implémenté juste un mode 0 donnée dans lequel aucune donnée n'est stockée. C'est ce que j'allais te dire justement. La France est souvent un pays où il faut beaucoup avancer avant de pouvoir utiliser ce type de solution. Une appréhension très forte par rapport aux données de localisation, même quand elle n'est pas justifiée. Parce que, par exemple, et du coup, ça cristallise le débat alors que ça part d'une bonne intention par les employeurs. Il n'y a aucune intention cachée, etc., de fliquer les gens, pas du tout. L'intention, c'est de protéger les gens et de quelque part de faire en sorte que ces mesures de sécurité qui sont des mesures en fait de bon sens et de vie sociale, elles soient bien respectées au sein de l'entreprise. Très bien. C'est quoi la suite pour Ubuntu? Donc ça se développe encore très beaucoup. Ça se développe super bien. L'an dernier, on a eu une demande cumulée d'à peu près 1 million de devices, ce qui est gigantesque. Donc dans le monde entier. Donc après, c'est une demande très volatile. Donc on a concrétisé une petite partie de ça, mais on a encore beaucoup de commandes. Finalement, peut-être que tu as eu des pertes sur d'autres activités. Est-ce que ça a permis de compenser cette nouvelle activité? Je dirais pas que c'est des pertes, mais c'est plus un ralentissement fort de l'activité, notamment sur les déploiements. Parce que là, en fait, par rapport en fait, à des solutions digitales classiques, nous, on est quand même sur des lieux physiques. Donc, si tu ne peux pas accéder aux lieux, typiquement, tu ne peux pas déployer. Si tu ne peux pas déployer, tu ne peux pas facturer. Donc, c'était quand même une année compliquée et on s'en sort très bien de cette année. Et du coup, on regarde à l'avenir, 2021 avec confiance parce qu'on a notre plan B si la pandémie continue. On n'espère pas, on espère que justement ça va s'arrêter. Et ça nous a permis aussi de continuer à construire en fait sur notre savoir-faire et sur nos compétences. Et ces compétences-là, on les réinjecte dans nos produits classiques. L'autre point qu'il faut dire, c'est que ces boîtiers, en fait, tu vois, ils ont un branchement USB-C qui permet de les recharger. D'accord. Et on peut mettre à jour leur firmware et donc on peut les reconvertir aussi pour nos usages classiques d'asset tracking.
Ah, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que c'est pas à mettre à la poubelle une Non, fois, par exemple, que pas du tout. la pandémie sera passée. Ouais. D'accord, ok. Ils peuvent un petit peu Pas du tout. retrouver J'ai une même des seconde idées vie, de marché de seconde main, etc. Enfin bref, Ah ouais. il y a, pour les clients qui investissent D'accord, c'est là-dedans, évolutif, on va c'est dire. pas du tout de l'argent jeté par la fenêtre. Ah ouais, Voilà. très bien. Ok, super. C'est François, pas comme les masques. Voilà. François, en tout cas, moi, là-dessus, en tout cas, c'est plutôt clair. Et puis, je pense qu'il va se passer plein de choses intéressantes pour Ubuntu. J'ai quelques questions à te poser. C'est parti pour les questions. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? D'avoir construit un groupe soudé et qui a su réagir avec brio dans un contexte difficile. Juste pour donner une idée, on a eu le premier client qui a souscrit là, pour ses boîtiers, hein, et il nous a passé commande en avril. On commençait à shipper en fait nos premiers boîtiers en mai. Ah ouais. Donc les gars, ils ont bossé d'arrache-pied, week-end compris, pour sortir notre offre. Ce qui est très rapide avec le truc qui nous tombe un peu dessus finalement courant et, mars. et je dois dire que ça, en fait, je suis très fier d'avoir développé, d'avoir créé une entreprise dans laquelle il y a un engagement aussi fort des gens et une volonté aussi forte en fait de réussir collectivement. Est-ce que la tech te fait peur? Non, pas du tout. Moi, je suis passionné de technologie. Je dois dire. T'as pas peur que ça aille trop loin? Ce qui me fait peur, c'est juste que j'en achète trop parce que comme j'adore ça. Bon, ça c'est un bon problème. Ça c'est un bon problème. Tes rituels. Comment tu démarres ta journée? Je démarre ma journée par ouvrir à mon chat qui me réveille systématiquement tous les matins. Ok, ça c'est important. Sinon c'est le bordel. Très bien. Ton plat préféré? Ah, ça c'est compliqué parce que j'en ai plusieurs. J'aime bien la cuisine italienne parce que ma mère est italienne et donc ça me rappelle la maison. Très bien. Est-ce que tu as des regrets? Non, il ne faut pas avoir de regrets. Pas savoir cuisiner italien, si non, tu sais cuisiner quand même. Jamais de regrets. Jamais de regrets. Mais, jamais de regrets. Mais non, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut toujours regarder vers l'avenir. Et enfin, un conseil à nous donner. Un conseil à nous donner, c'est vivre et ouvrir l'esprit, penser positif par rapport en fait aux opportunités que la vie peut nous proposer. Okay. C'est clair que pour tout le monde, c'est une période très difficile, mais il faut l'aborder avec optimisme et avec envie. Très bien. François, en tout cas, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux d'Excelsior. On vous dit à très vite les amis. Ciao, ciao!